Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du sujet où en relation, parfois, après avoir subi une relation, après s'être effacé, éventuellement après ne pas avoir su parler de ses envies, de ses limites, de ses besoins, ne pas avoir respecté ses valeurs, etc., on s'est un petit peu éteint l'effet de « je deviens hyper exigeant » ou « hyper exigeante ». Et j'ai envie d'y apporter une nuance parce que je trouve que c'est important. Parce que c'est quelque chose que j'entends très souvent et que je vois aussi beaucoup sur les réseaux. Et on est complètement à côté de la plaque. Et je pense que c'est important de mettre un petit peu de lumière là-dessus et d'expliquer un petit peu le sujet. Alors, souvent, dans le cas de blessures, dans le cas de peur, de toutes les choses, les croyances qu'on peut avoir, etc., il se peut qu'on tombe dans des relations où on s'est oublié, des relations où on s'est effacé parce qu'on n'a pas su parler de nos limites, parce qu'on a voulu être la gentille fille, le gentil garçon pour être aimé, pour être choisi, être validé, etc., etc., etc. Ça, je pense que c'est déjà arrivé au moins une fois à tout le monde. Et parfois, dans le cas de certains profils qui reproduisent ce genre de relation, il y a un effet en fait qui se met en place qui est l'hyper-exigence. C'est-à-dire que hommes ou femmes vont se retrouver dans « c'est mort, je respecte mes limites, mes besoins, mes envies, mes valeurs » et ceci est une très bonne chose et bien entendu je le conseille, mais nuance. L'hyper-exigence, c'est-à-dire qu'on est complètement réfractaire au fait de négocier quoi que ce soit. Sauf qu'on oublie qu'une relation, c'est un partenariat et qu'il y a des choses qui se négocient. Et la nuance est dans le fait de savoir ce qui se négocie et ce qui ne se négocie pas. Par exemple, une valeur ne se négocie pas. Que ce soit la loyauté, la fidélité, le respect, etc. Ça, effectivement, c'est un non négociable. Ensuite, une limite, quand par exemple, on ne respecte pas X, Y choses qui ont été demandées, quand il y a effectivement un franchissement de la loyauté, de la fidélité, etc. Ok, ça, en effet, ça ne se négocie pas non plus. Par contre, être dans une relation avec quelqu'un, c'est deux humains qui ont chacun un monde à part entière, qui ont chacun un passé, des blessures, un vécu, etc., etc. Et parfois, on peut ne pas avoir les mêmes visions, ne pas avoir le même langage, ne pas s'exprimer de la même manière, etc. Et c'est là où on peut retrouver un terrain où, effectivement, on va parfois se rejoindre l'un l'autre dans un espace que l'on crée à deux et qui va être une forme, en fait, alors, je peux dire négociation, compromis, je sais pas trop comment on peut dire ça, sans que ce soit négatif, mais juste, on va apprécier se retrouver à mi-chemin. Je donne des exemples tout bêtes. Par exemple, tu es là avec la personne avec qui tu vis, vous voulez construire une maison. S'il y en a un qui veut un mur bleu, l'autre un mur orange, ça va être compliqué si vous restez chacun sur votre position. Ou alors, dans ce cas-là, vous faites un mur bleu, un mur orange. Ou alors, vous créez une couleur, ou vous choisissez une couleur où vous êtes tous les deux d'accord et où vous rejoignez. Donc, il peut y avoir la petite frustration de se dire « Merde, moi je voulais du bleu, merde, moi je voulais du orange ». Mais au bout d'un moment, en fait, vivre à deux, c'est aussi trouver un terrain d'entente. Voilà. Je pense que le mot terrain d'entente, il est quand même un petit peu mieux représentatif. Et bon, là, je prends l'exemple de la couleur d'une maison, mais c'est sur tout un petit détail. Parce que cette hyper-exigence, elle fait prononcer des mots aux gens, elle fait avoir des standards où les gens sont complètement à côté de la plaque. Quand je vois des hommes ou des femmes, ça c'est non, faut que la personne elle paye tout, faut que la personne elle soit pas insécure, faut que la personne ceci, faut que la personne me rassure, et l'autre en face, c'est pas ton esclave en fait. Tout ce qui part du domaine de tes insécurités, tes blessures, etc., c'est des choses que tu peux bien entendu partager et l'autre est censé apporter une forme de sécurité dans la relation. Mais si toi, par exemple, tu n'es pas en sécurité, ce n'est pas à l'autre de travailler ta propre sécurité, en fait. C'est des choses que vous travaillez chacun de votre côté et aussi ensemble, mais chacun est responsable
de sa propre personne. Et en fait, je vois vraiment très souvent cette forme d'hyper-exigence, comme si c'était un dû, comme si chacun méritait alors que la vie ne nous doit absolument rien et l'autre en face encore moins. Et je trouve qu'on est un petit peu dans un truc d'élulu, complètement à côté de la plaque où il faut limite trouver la princesse et le prince charmant. Mais soyons clairs, je pense que vous le savez tous, ceci n'existe pas, ceci est un Disney et c'est pas la réalité en fait. On ne peut pas avoir le ou la partenaire parfaite. Et c'est ça en fait qui, dans l'hyper-exigence, pousse les gens à chercher un partenaire parfait. Mais ça n'existe pas. Si vous n'êtes pas vous-même, vous ne l'êtes pas, pardon, vous-même, parfait ou parfaite, est-ce que vous pensez qu'en face, vous allez avoir la même chose? Bah oui, vous allez avoir des gens imparfaits, comme vous, parce que c'est logique. Et je crois qu'avec les réseaux, il y a énormément de choses qui sont à côté de la plaque, hein. Ou par exemple, je le vois quand même beaucoup plus du côté féminin parce que c'est peut-être aussi mon algorithme, attention, hein, je veux pas faire de l'abus ou quoi que ce soit, mais les nanas qui disent il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il. Ok, d'accord. Alors, c'est très bien d'avoir des standards, de les avoir hauts, parce que ça veut dire que tu te respectes. Mais attention, warning. L'autre, comme j'ai dit, n'est pas là pour être ton petit toutou, ton petit esclave qui remplit toutes les cases. Et de toute façon, sur cette planète, il n'y aura pas un seul humain qui remplira absolument toutes les cases. D'un côté comme de l'autre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pense que c'est important de le rappeler, en fait. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui qui se perdent dans l'hyper-exigence. Par exemple, je vais prendre un cas un petit peu plus sensible qui, je suis certaine, est arrivé dans des millions de relations. Toute personne, par exemple, un homme ou une femme, qui a été vachement marqué dans son ancienne relation par de la jalousie et qui l'a subi, des justifications, les machins, tout ce qui n'est pas sain, clairement, arrive dans une nouvelle relation en étant complètement réfractaire où la jalousie, c'est mort. Alors en soi, c'est un fait, et je le valide, hein. On ne va pas tolérer la jalousie dans une relation, mais nuance. Imagine que l'homme ou la femme en face soit également insécurisé dans sa personne par rapport à X, Y raison. C'est quelque chose dont on va discuter. Écoute, voilà, moi, la jalousie, c'est quelque chose que je ne veux pas avoir dans un couple, donc je fais en sorte qu'on ait une relation saine à ce niveau-là et qu'on puisse aussi en discuter. Donc, par exemple, si je sais que mon ou ma partenaire a des tendances à être jaloux ou jalouse, je ne vais pas le valider, mais je peux le comprendre. C'est-à-dire que quand je vais faire des choses qui, je sais, peuvent l'insécuriser, je vais juste faire en sorte de désamorcer ce qui pourrait se passer si je ne sécurisais pas la relation, en disant voilà, ce soir je sors, je vais là, je t'écris. Ok. Et puis là, je vois une amie, je fais ci, je fais ça. En fait, c'est de la clarté et de la communication. De ce fait, la personne en face qui est peut-être dans cette jalousie, elle a un espace où, ok, je suis considérée, voilà, les choses sont claires. Ce qui n'empêche pas que la personne, quand même, si elle est dans cet espace de jalousie, peut se poser des questions, peut être mal, etc. Et là, en effet, ce n'est pas votre job. C'est à la personne de dire, ok, c'est à moi de travailler sur ça. Mais ça n'empêche pas, comme je l'ai dit, d'être dans une forme de je te sécurise dans le lien. Maintenant, à toi d'avoir ta propre sécurité intérieure, de te faire confiance à toi-même pour me faire confiance à moi. Et en fait, encore une fois, c'est quelque chose où on se retrouve à mi-chemin. Parce que dans ce cas-là, s'il y a le moindre petit truc de jalousie, tu vas dire à la personne « Ah ben non, c'est fini ». Alors que ça se trouve, tout colle entre vous, tout se passe super bien, vous avez envie des mêmes choses, vous avez des projets, etc., enfin un futur commun. Et ça voudrait dire, donc pour l'insécurité de l'autre, donc pour une blessure de l'autre, et en sachant que tu as toi aussi les tiennes, on fout tout en l'air. Bah non. Mais en effet, il faut être très vigilante, parce que on ne peut pas non plus rentrer dans un truc de sauveur ou subir cette blessure-là. C'est-à-dire vouloir rassurer au point que l'autre nous dise que c'est notre rôle de rassurer, etc., etc., que c'est à cause de nous qu'il ou elle est jalouse, ça, non. Ça, c'est des dynamiques qui ne sont pas saines. Mais on peut accueillir les peurs de l'autre, tout en lui laissant sa responsabilité. Et ça, c'est duplicable pour toutes les blessures. Bon,
à peu près, enfin, sur tous les domaines, en fait, dans la relation. Par exemple, heu, moi, personnellement, je sais qu'il y a, bon, c'est un peu différent parce que c'est issu d'un traumatisme. J'ai beaucoup de mal, à ne pas être insécurisée quand je n'ai pas de nouvelles de mon partenaire depuis un long moment. Non pas parce que j'imagine qu'il me trompe, que ci, que là, mais parce que j'imagine qu'il est mort. Alors, c'est un peu glauque dit comme ça, mais c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai peut-être pas encore bien réglé, c'est une certitude. À ce moment-là, ce n'est pas à l'autre de porter mon fardeau, clairement, et d'être toujours là en train de me dire: «Oui, t'inquiète pas, tout va bien, machin». Non, c'est juste quand je me déplace, on établit une règle, bah, je te dis quand j'arrive. Ça ne coûte rien à la personne en face, moi ça me rassure, mais mon job reste de travailler ce traumatisme pour ne pas le faire subir à l'autre. Mais en chemin, je peux très bien avoir un partenaire compréhensif qui, pour le coup, ça ne lui coûte rien, et c'est là où c'est important aussi, de faire ce petit geste. On va revenir sur ce que je viens de dire, ça ne lui coûte rien. Et c'est là où s'arrête justement la limite de ce qui est à vous, du moins de ce dont vous êtes responsable et de ce dont vous n'êtes pas. Si en effet, rassurer votre partenaire, soutenir, exprimer, etc., ne vous coûte rien, alors faites-le. Si ça ne vous coûte pas, de la payer, si vous ne touchez à aucune de vos valeurs, de vos limites, et cetera, alors faites-le. Si ça peut aider l'autre en face à évoluer, à grandir, à guérir aussi de son côté, alors faites-le. Là où on ne le fait pas, c'est en effet quand ça nous coûte quelque chose. C'est-à-dire, imaginez un mec ou une nana complètement hystéro: «Ouais, tu où? Tu fais quoi? Machin». Et là, si on doit rentrer dans la justification, limite tirer la chasse pour dire où on est, là c'est non. Là c'est non, ce n'est pas du tout votre responsabilité. Mais je trouve que c'est important de parler de cette espèce d'espace qui est un petit peu entre deux, qui est où j'entends, je comprends l'autre, mais je ne me perds pas non plus là-dedans. Parce qu'en fait, c'est juste ça. On n'est pas là pour subir les blessures de l'autre. Mais soyons clairs là-dessus, la plupart de nous aujourd'hui, quand bien même vous avez travaillé sur vous, etc., tout ça, il y aura toujours, surtout dans un début de relation, des blessures, des choses à travailler encore, des choses à faire évoluer, etc. Donc, ce qui laisse sous-entendre qu'on continue de guérir en relation. Et je dirais même que c'est le lieu où on guérit le plus. Et à ce moment-là, on trouve un équilibre juste, qui est: j'accueille, j'entends, je comprends les blessures, les peurs, etc. de l'autre. Je peux apporter à la relation, et je dis bien à la relation, une forme de sécurité selon les blessures, peurs de celui en face. Mais par contre, la sécurité de mon ou ma partenaire lui appartient. Tout comme mon ou ma partenaire peut accueillir mes peurs, mes insécurités, etc., apporter tout ça à la relation, donc une forme de sécurité dans le lien, mais c'est à moi de travailler sur le fait de me sentir en sécurité avec moi-même. Mais n'oublions pas que cet espace du nous, c'est totalement un espace où on peut accueillir, comprendre et accepter ce que vit l'autre et ce que traverse l'autre, sans pour autant, comme je l'ai dit, s'y perdre. Et c'est là où c'est un petit peu sensible parce que c'est facile aussi de s'y perdre. Au travers de toutes nos blessures, de tout ce qu'on a vécu, etc. Admettons quelqu'un qui est complètement dans le syndrome du sauveur, dans des cas comme ça, il se peut qu'il ou elle se perde et devienne la sécurité de l'autre. Mais ça, c'est non. Chaque humain a le devoir et la responsabilité de se sentir en sécurité avec soi-même et ensuite d'apporter une sécurité, je dis bien dans la relation, et non pas pour l'autre. Et c'est pour ça que je mets vraiment un warning là-dessus, parce que cette hyper-exigence que l'on peut avoir parce qu'on a tellement souffert, parce qu'on a tellement donné, on s'est tellement perdu, que limite on devient mais réfractaire à tout. J'ai vu des relations où l'homme ou la femme a un comportement parfois, bon, peut-être un peu problématique, mais admettons, je sais pas, je dis une connerie, a liké une photo sur Insta, une photo d'un mec ou d'une femme. Bon,
Moi, perso, je suis pas fan, mais ok, c'est pas ça qui va non plus faire quitter une relation. Si ça se reproduit tout le temps, si c'est un truc qui, pour toi, n'est pas négociable, pas de souci, mais il faut en discuter. Et j'ai eu des personnes voir un petit détail comme ça, donc une petite imperfection, et dire allez, c'est fini, casse-toi. Parce que une intolérance totale de par le passé qui a été vécu. Et d'un côté, ça se comprend, parce que c'est pas facile de trouver l'équilibre là-dessus, parce que souvent on a peur de se refaire avoir, de retomber, de s'oublier de nouveau, etc. Mais à ce moment-là, c'est votre moment pour communiquer. C'est un truc que j'ai vécu dans la relation que j'ai eue avec la personne avec qui je suis partie à Bali. On est restés ensemble 2 ans et demi, à peu près. Et au tout début, ça faisait quoi, 1 semaine qu'on était ensemble. Une nuit, il dort chez moi et je le vois, il est sur son portable, il est là, il regarde et je vois qu'il regarde des photos de mecs où il y a eu des likes. J'ouvre un œil, 4 heures du mat, je le vois, il respire fort et tout, il est énervé. Et là, je regarde et je vois que c'est moi qui a liké et tout. Je me réveille, je me dis: «Qu'est-ce que tu fais?» Il me dit: «Ouais», il me dit: «Là, je suis tombée sur des likes de toi, de plusieurs mecs qui font de la muscu, ils sont torse nu et tout, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça?» Alors là, il a réveillé un point extrêmement sensible chez moi, tout comme mon action a réveillé chez lui un point extrêmement sensible. Lui, dans sa relation passée, à la fin de sa relation, clairement, sa nana, elle envoyait des petits cœurs à des mecs inconnus. Enfin voilà, je pense que ça n'a pas été très clair tout ça. Et je pense qu'il l'a très, enfin, et c'est sûr même parce qu'il me l'a confirmé, il l'a très mal vécu. Moi, de mon côté, je suis tombée sur un hystérique comme ça, ma première relation, un mec complètement taré, qui, enfin bref, qui m'a complètement enfermée et qui était jaloux maladif au point d'être un grand malade. Donc, on était dans une dynamique qu'il faut quand même comprendre. Lui était insécurisé parce que c'est quelque chose qu'il avait vécu. Donc, quand il a vu ses likes, il s'est dit: «Oh putain, elle va faire la même chose, je vais me faire tromper» ou je ne sais quoi, machin, même si on ne sait pas s'il a été trompé, mais voilà. C'était forcément un trigger assez sensible. Et moi, de mon côté, je voyais un mec jaloux à qui j'allais limite devoir me justifier. Et ça, j'ai dit: «Mais plus jamais». Là, l'hyper-exigence de mon côté comme du sien aurait pu nous séparer. On aurait pu se dire: «Eh, OK, t'as liké, moi c'est non, je dégage». Ou de mon côté, tu me fais une crise de jalousie, c'est mort, tu dégages. Non. L'idée, c'est de comprendre et comme j'ai dit, de trouver l'équilibre. Bon, j'avoue avoir un peu gueulé quand même dans l'instant parce que c'était vraiment sensible pour moi et je lui ai dit: «Ça, jamais tu me le fais. C'est la première et dernière fois que tu me fais une action pareille, que tu vérifies je ne sais quoi, que tu me fliques, alors que je suis quelqu'un de loyal, je suis engagée et tu n'as aucun souci à te faire». Mais à ce moment-là, outre le fait de poser ma limite, j'ai rassuré également. Et je lui ai dit: «Maintenant, je vais le faire une fois et ce sera la seule et unique fois. Je vais t'expliquer pourquoi c'est like et quel est l'intérêt. Parce que je likais pas au hasard. Je lui dis: telle personne, ce sont des athlètes que l'on gère avec la marque pour laquelle je bosse, donc c'est juste du soutien. Lui et lui, ce sont des potes. Lui et lui, machin, voilà. Je lui dis: sache bien que derrière ces likes, c'est du professionnel et qu'il n'y a rien d'autre. En revanche, comme j'entends ton insécurité», et là, il m'a expliqué ce qu'il avait vécu, je lui dis: même si pour moi, il n'y a absolument aucune arrière-pensée quand je fais ça, vu que c'est pour le pro, le fait que ça t'insécurise, je ne le ferai plus. Comme ça, tu ne te poses pas de questions, j'ouvre en terrain neutre et terminé. Parce que ça ne me coûte rien de ne pas liker des mecs sur Insta. Enfin, surtout que c'était vraiment, pour le coup, pour le pro. Donc, ça ne me coûtait rien, en fait. C'est pas comme s'il me demandait d'arrêter de faire de la danse si c'est une passion, machin, là où c'est non négociable. Là, je comprends qu'il y a une insécurité, je sécurise la relation. Par contre, après, mon gars, ton insécurité, de manière globale, c'est quand même à toi de la gérer. Et de mon côté, c'était pareil. Il m'a dit: écoute, je te fais confiance. Effectivement, je ferai plus de crise de jalousie comme ça. Maintenant que tu m'as rassuré, que je sais, au moins on est clair. Et c'est là où on se retrouve à mi-chemin, en fait. Et c'est là, souvent d'ailleurs, où beaucoup de relations se terminent et où beaucoup de couples se déchirent parce que ils ne se comprennent pas et ils sont complètement dans leurs insécurités. Et ça c'est non, ça c'est non, ça c'est machin. Non, il y a toujours un juste milieu. Encore une fois, on rappelle, si ça ne coûte rien et si ça ne dépasse pas les limites et les valeurs, etc., alors c'est OK. Clairement.
Il faut juste pouvoir en discuter. Et ne pas rentrer dans le « je veux un mec ou une nana parfaite parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai vécu ci » et en plus faire payer entre guillemets les pots cassés à la personne qui va peut-être être la nouvelle dans votre vie, dans cette relation. Non, ça fonctionne pas en fait. Et je pense que l'exemple que je viens de te donner qui me concerne est quand même assez parlant. J'aurais pu être dans l'hyper-exigence et dire « c'est mort, ça c'est non ». Bon, finalement, cette relation n'a rien donné, mais quand bien même, je ne regrette pas ce que j'ai vécu, c'était une belle relation. Et elle ne valait pas quand même le coup que on foute tout en l'air parce que il y avait nos insécurités qui venaient s'entrechoquer et qu'à ce moment-là, on a juste fait des choses, qui étaient positives pour la relation et qui ne nous coûtaient rien. Parce qu'en effet, si dans cette situation, j'étais rentrée dans la justification, dans machin, dans ci, dans là, en plus de ça, vous mettez une petite pièce dans la tête de l'autre qui reste insécure si Anto, je continue à liker, etc. Alors que, comme je dis, c'était pour le pro, mais voilà, ça peut créer un terrain qui n'est pas clair. Et je pense que c'est important d'avoir cette nuance. Et que quand bien même vos ou votre dernière relation a été difficile, a été douloureuse, tout ce qui s'ensuit, vous a marqué, vous ne pouvez pas devenir un chef commandant là, qui cherche la perfection et qui est intransigeant ou intransigeante à tout. Bien entendu, et je le répète encore, on ne parle pas des valeurs, on ne parle pas des limites, des choses qui sont vraiment importantes. Mais pour tout le reste, c'est comme par exemple, je sais pas moi, la personne avec qui vous êtes est bordélique. Vous n'allez pas la quitter parce qu'elle est bordélique. Vous allez trouver un terrain d'entente. Voilà. Donc c'est pareil pour tout en fait. C'est toujours un juste milieu qu'on trouve à deux et dans lequel on apporte en effet de la communication, etc. et éventuellement en effet de la sécurité dans le lien et non pas pour la personne en elle-même. En faisant cette action de ne plus liker, etc., bien sûr que ça l'a sécurisé dans l'instant, mais surtout, j'ai apporté de la sécurité dans le lien en disant « Ok, dans cette relation, pour que ça marche bien, je ne ferai pas cette action qui ne me coûte rien, comme je dis encore une fois, et qui permet à ce que les deux personnes se sentent bien. » Et lui, dans son cas, s'est dit la même chose. Je fais confiance, je ne vais pas commencer à fliquer dans tous les sens. Je vais faire en sorte d'apporter tout ce positif dans la relation aussi. Ça ne me coûte rien de vouloir tenter de faire confiance aussi. Et c'est pas trompé, il n'y a jamais eu de problème entre nous à ce niveau-là. Ça a toujours été clair, on s'est juste séparés par, on va dire, incompatibilité. Voilà, on va dire. Mais vous voyez comme la nuance est importante parce que les réseaux aussi nous rendent hyper exigeants. Sur les réseaux, on a l'impression que les partenaires parfaits sont partout, qu'ils existent, mais non en fait. Comme je l'ai dit, vous savez pertinemment que vous n'êtes ni parfait ni parfaite, donc vous aurez forcément des humains comme vous en face. Donc ne soyez pas trop dans l'exigence parce que une relation est un partenariat, mais ce n'est pas non plus un contrat où la personne doit remplir des cases, d'accord ? Personne n'est parfait, rien n'est linéaire. Parfois, on peut être par exemple quelqu'un de très doux, puis avec X, Y choses qui se passent dans nos vies, on peut être un jour moins doux. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Du moment où c'est pas la grande partie de la relation. Mais je trouvais ça important de le préciser parce que je le vois énormément. Surtout dans cette espèce de truc de princesse traînement, là. Oh là là, mon Dieu. Les gens sont à côté de la plaque. Vous savez, et excusez-moi, c'est comme ces personnes non sportives, hommes ou femmes, qui sont là et qui sont à dire, à exiger, moi je veux que ma nana soit super bien faite, soit fine et tout, ou une femme qui dit, mon mec, faut qu'il ait des abdos qui soient nickel, sportifs et tout. Et ces gens-là s'enfilent du McDo, ne sont pas sportifs et prennent pas soin d'eux. À un moment donné, vous ne pouvez pas exiger quelque chose que vous ne faites pas. En revanche, une personne qui prend soin d'elle, homme ou femme, qui, entre guillemets, a les critères de ou une sportive qui prend soin d'elle, de lui, etc., oui, pas de problème. C'est quelque chose que tu fais toi-même, tu as le droit de vouloir la même chose dans ta vie. Mais tu ne peux pas dire ça en étant sédentaire et en ayant un poids en trop que tu rejetterais si l'autre était comme ça. Vous voyez, là où ça devient parfois complètement à côté de la plaque parce que ça devient de l'hyper-exigence, alors qu'en plus de ça, vous n'êtes pas forcément l'exemple. Parce que ça aussi, c'est bien humain.
Par exemple, un mec jaloux qui va dire « Ah, moi, une jaloux, je veux pas ». Mais t'es toi-même jaloux. Il y a un problème dans l'équation, là, tu vois. Il y a un truc qui va pas, hein, clairement. Bref. Tout ça pour imaginer un petit peu plus, mais voilà, garder en tête et garder dans l'idée que c'est toujours à mi-chemin qu'on se rejoint, sans bien sûr oublier valeurs, limites, et tant que ça ne nous coûte rien. Et quand je dis coûte rien, en effet, on revient au fait de ne pas respecter une valeur ou de ne pas respecter une limite. Donc voilà, j'espère que ça permettra à une grande partie du monde qui m'écoute de retrouver peut-être la clarté, parce que je trouve que beaucoup de personnes se perdent, surtout via les réseaux. N'oubliez pas, vous n'êtes pas parfait, les gens ne sont pas non plus. Et ce qui compte, c'est de trouver un équilibre et de ne pas rentrer dans une hyper-exigence quand on a vécu des relations qui nous ont marquées, parce que tout simplement, ça ne fonctionne pas comme ça et c'est toujours une histoire d'entente, on va dire, et du fait de rejoindre l'autre à mi-chemin, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour ce petit épisode. Je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a peut-être permis d'avoir des réponses ou de voir les choses différemment. Et puis écoute, comme chaque semaine, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut!